Ben moi, je peux te dire que je déteste foncièrement les musiques de Noël. Je seconde, j'abonde dans ton sens aussi. Hey, là, vous venez de péter mon idée, là, vraiment. Je me dis, on va faire une émission spéciale de Noël. Ça va être beau, on va réfléchir à Noël, puis au Tu pourrais temps mettre passé. Puis, du metalcore dans le fond de Noël, là, quelque chose de différent. j'hésite. Regarde, je la mettrai pas comme ça, je vais l'ajouter en post-enregistrement, là, puis vous le saurez pas. Ah, Noël. Non, c'est pas vrai. Bienvenue à vous, bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à vos prix IARC et Lovelace décembre 2021. C'est votre cadeau de Noël. Hein, ce sera le nôtre aussi. Rappelons le concept des prix Lovelace et IARC, c'est notre vue de l'actualité, je dirais, là, où on parle du meilleur et du pire en intelligence artificielle. On nomme nos meilleurs articles scientifiques, nos événements, congrès, prouesses techniques, n'importe quoi, mais qui est important dans le domaine de l'AI et qui est digne de mention. Et donc du prix Lovelace, d'abord, en l'honneur de Dada Lovelace. Et la contrepartie de tout ça, c'est nos prix IARC. Déjà, le jeu de mots là, nous en dit long sur notre état d'esprit à l'époque, lorsqu'on a décidé du nom. C'est le pire de l'intelligence artificielle. Ça nous fait dire IARC, d'où le nom. Et pour nos prix cette année, j'ai donné rendez-vous à notre équipe d'IA Café. Je leur ai donné rendez-vous dans un chalet en Boiron. Hein, on est dans un chalet. Perdu dans la forêt québécoise, c'est le concept pour notre party d'IA Café. Certains ont pu se rendre au chalet, d'autres non, pas encore. Ils devraient arriver bientôt. Et en studio avec moi, d'abord, j'ai David Beauchemin qui est là, toujours là, qui est arrivé en premier. Comment ça va, David? Salut, ça va bien, toi? Yes, merci d'être là. Merci. T'es-tu arrivé en vélo d'hiver? Non, je fais pas de vélo d'hiver. Tu fais pas ça, toi? Je suis pas aussi téméraire que ça. Le vélo, c'est juste l'été. Merci d'être là, de m'accompagner. Bienvenue à IA Café. Bienvenue à nos auditeurs. Presque 30 épisodes d'IA Café maintenant. Donc, la formule se précise. J'espère que vous avez autant de plaisir que nous dans notre enquête sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, merci pour vos commentaires, vos courriels cette semaine. J'ai eu un courriel d'un auditeur, Régis Deport, tiens, pour ne pas le nommer, qui m'a écrit pour dire des bons mots sur le podcast, toujours apprécié. Régis est architecte de projet, data scientist, puis il m'a fait plusieurs suggestions pour les thèmes à venir, des invités aussi qu'on pourrait inviter. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, nous sommes preneurs. C'est toujours le fun d'avoir des nouvelles de vous, d'interagir avec vous. Et c'est ça, j'ai bien hâte de... Oh! Ça cogne à la porte du chalet. Qui est là? C'est Shirley Plumeran qui est là. Avez-vous vu l'effet sonore? Wow! Bienvenue! Comment ça va, Shirley? Salut à tous, ça va très bien et vous? Oui, très bien. Dans ce chalet enchanté, on va dire ça comme ça? Ah oui, enchanté, très enchanté. J'imagine que tu es venu en motoneige, en véhicule à conduite déléguée, c'est comme ça que tu le disais. J'imagine que tu es venu comme ça. C'est un traîneau délégué, à conduite déléguée, ouais. Voilà. Très bien. D'ailleurs, tu enlèveras ton casque de motoneige parce que ta voix est étrange. C'est comme si tu étais à distance en ce moment, au lieu d'être au chalet avec nous. Zut alors. T'as-tu déjà fait de la motoneige, Charlie? Non, jamais. Jamais, hein? Penses-tu que les Québécois, ils font plus de motoneige ou du traîneau à chien, tu penses? Je sais pas, est-ce qu'on rentre dans le cliché ou pas? T'as-tu déjà fait du traîneau à chien, David? Non, jamais. De la motoneige? Non plus. Non plus.
Aïe, 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 ça fait pitié. Moi, j'ai déjà fait de la motoneige, mais traîneau à chien, jamais. Et je n'ai pas l'intention de faire du traîneau à chien. Écoute, Shirley, bienvenue. Assieds-toi à notre table de chalet. Mais Euh, merci. on est là aujourd'hui pour parler de nos prix IARC et Lovelace. Pour ton prix, à quoi as-tu pensé pour ton prix? Par quoi veux-tu commencer? IARC ou Lovelace? Moi, je dirais Yark en premier. Allons-y, disons IARC ensemble. Ouais. Bon, alors déjà, avant de présenter mon prix Yark, je voudrais quand même préciser une petite chose. Les propos qui vont suivre ne sont pas une invitation à faire éclater vos couples à la veille de Noël. Ah. Ouais. Et si vous avez secrètement pour projet de rompre avec votre moitié, ne me citez pas dans la conversation houleuse qui s'annonce. Oh, entre là, tu me donnes envie de savoir de quoi tu vas nous parler. Là. Ouais, J'ai bon, peur. vous allez tous comprendre pourquoi je dis tout ça. Moi, je voulais revenir sur les relations. Alors, j'utilise le mot amoureuse, mais vous pouvez mettre le mot qui vous convient le plus. Entre guillemets radiophonique, là, à relation amoureuse. Amoureuse. Donc, ces relations amoureuses qui naissent de l'utilisation des applis de rencontre, en particulier Tinder en l'occurrence. Donc, pourquoi j'ai voulu en parler? Je vous apprends rien. On sort de 2 années marquées par une petite pandémie mondiale et voilà. Et les confinements successifs qu'on a eus ont pu peut-être vous contraindre à créer du lien social via ces applis de rencontre. Alors, juste quelques chiffres. Tinder, c'est une mise en contact de personnes dans 190 pays. Ça, je l'ai découvert, je ne savais pas. C'est chaque jour 2 milliards de matchs en 2019. C'est une appli, Tinder, mais comme les autres, qui ont eu un grand boom en 2020 à cause des confinements. Et c'est notamment 300 milliards de swipes en une journée le dimanche 29 mars 2020. Donc, c'était un record mondial. Et franchement, ce chiffre-là, moi, il me donne un peu le tournis. Voilà. J'ai pris le temps de parler de ces chiffres, parce que si on s'en doutait pas déjà, ces applis, elles ont un grand impact dans nos quotidiens. Très concrètement, on est quand même en train de parler de la personne avec qui vous allez, à minima, boire un verre, mais peut-être que c'est avec elle que vous allez partager vos repas pour le reste de votre vie. Donc voilà, ça a quand même de l'importance. Ben oui. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces applis? De quoi on parle? Évidemment, d'algorithmes. Et la manière dont il fonctionne, en tout cas pour Tinder, a fait l'objet d'une enquête journalistique de la part d'une Française qui s'appelle Judith Duportail. Enquête qui a donné naissance ensuite à un livre qu'elle a écrit et le titre, c'est L'amour sous algorithme. Alors, j'aurais pu le présenter en Lovelace, mais j'ai préféré parler de Yark pour Tinder. Ben oui. Tu m'enverras la référence aussi, je vais la mettre dans les notes de podcast. Ouais, Judith Duportail, L'amour sous algorithme, je te l'enverrai. Et c'est pas une actualité brûlante parce que le livre, il date de 2019. Mais bon, comme je l'ai dit juste avant, j'ai quand même voulu en parler parce qu'il y a eu les confinements, parce que de fait, on peut imaginer qu'il y a eu plein de couples qui se sont formés depuis. Voilà, c'est peut-être pas vous qui êtes concerné directement, mais peut-être que voilà, votre tante, votre cousin, votre meilleur ami a refait sa vie grâce à cette appli de rencontre. Ben oui. Donc, ce que révèle cette enquête, ce livre, c'est franchement apeurant, je trouve. Petite précision quand même, l'enquête, elle est racontée à la première personne et Judith Duportail, elle le précise bien, elle était à la recherche d'une relation hétérosexuelle et elle s'est basée sur ce qu'elle connaît. Donc, c'est quand même important de le préciser. Moi, j'aurais bien voulu trouver quelque chose d'un peu plus inclusif, mais c'est pas sans. Je lui jette pas à la pierre à elle parce qu'elle a très bien fait de parler de ce qu'elle connaissait, mais force est de constater que la relation hétérosexuelle, elle est bien trop souvent considérée comme la norme, notamment par les chercheurs. Ben oui. Bon, voilà, parenthèse refermée. Autre petite précision, elle s'appuie sur énormément de recherches et principalement des recherches anglo-saxonnes. Et en fait, elle a constaté que toutes ces sources du milieu de la recherche étaient étrangères sur cette question. Et elle s'est permise, du coup, de faire une petite critique. Elle s'est demandé si les chercheurs français
prenez ces questions au sérieux, alors même que les enjeux sont très, très forts. Voilà, autre petite parenthèse refermée. Puis qu'est-ce qui te faisait peur dans les résultats? Et ben, ce qu'elle a pu observer, dis-moi déjà, premier truc, j'ai halluciné de ce chiffre, c'est que quand elle a demandé, donc elle a utilisé cette appli Tinder, et quand elle a demandé à Tinder ses données personnelles, parce que c'est un droit qu'on a tous, on peut demander nos données personnelles, que l'entreprise a sur nous, elle a reçu déjà un mail avec un document de 802 pages la concernant. 802 pages. 802 pages. Voilà. Donc, d'ailleurs, elle en a fait un article dans le journal The Guardian, si jamais vous voulez aller rechercher, juste sur ces 800 pages. La nature de ces informations-là, ça ressemblait à quoi? Évidemment, il n'y a pas seulement les données que vous rentrez pour vous inscrire, hein, ça va bien, bien, bien au-delà. Géolocalisation, j'imagine? Énormément, mais justement, on va y venir, tu vas voir. Donc, du coup, il y a ce que Tinder conserve, classe comme information et sur nous. Et la question qu'elle s'est posée, c'est comment, justement, Tinder hiérarchise ces informations. Et ça va très, très, très loin. Tu vas voir, vraiment, c'est fou, fou, fou. Déjà, première chose, alors c'est quelque chose a priori qui aurait été abandonné, mais on n'en a pas la preuve. Déjà, Tinder se permettait de noter tous ses utilisateurs à travers un Hello Score. Donc, en gros, c'est une note de désirabilité. De désirabilité, exactement. Donc, très, très concrètement. C'est inspiré déjà, le Hello Score, c'est inspiré d'un système de classement qui existe très concrètement. Si vous êtes un homme, que vous matchez avec une bombasse, vous gagnez des points. Par contre, si vous matchez avec une personne un petit peu plus, considérée comme moins belle, donc entre parenthèses, selon quels critères, sérieusement, vous perdez des points. Et donc, ça permettait de classer les utilisateurs, on va dire, dans des catégories et de ne pas mélanger les personnes appartenant à chaque catégorie. Aïe, aïe, aïe. Déjà. Ça ressemble à un classement. Moi, je joue aux échecs en ligne, ça ressemble à ça. Hello, c'est. Au Black Mirror, il y avait un épisode sur ça, là, justement, avec des réseaux sociaux, où est-ce que les gens, finalement, avaient des cotes, puis ils ont comme poussé le concept encore plus loin, où est-ce que si tu parlais avec des gens qui n'avaient pas la même cote, ou tu avais une attitude différente et des gens à une cote inférieure ou supérieure, tu peux. Oui, c'est ça. Toute sa vie tourne autour de ça. Là, c'est l'épisode, je pense, l'épisode 1 de la saison 3, là, où justement. Une affaire comme ça, là, ouais. Elle a un classement. Vas-y, Shirley, continue. C'est génial, ouais, c'est génial que vous en parliez parce que justement, elle évoque cet épisode, notamment dans des interviews. Et la différence entre la fiction de cet épisode, alors déjà, là, la fiction rejoint totalement la réalité, ou je ne sais pas si c'est la réalité qui a rejoint la fiction. Mais la différence notable, c'est que dans cet épisode, les gens, c'est quelque chose qu'on s'inscrit, qu'on ne savait pas, qu'on ne sait pas quand on utilise Tinder, qu'on a une note de désirabilité. Parce que c'était évidemment Tinder qui le faisait à notre insu. Donc, voilà, déjà, premier point, Yark. Bon, Yark, oui, en effet, c'est pas rassurant d'utiliser ces applications-là. Moi, je n'ai pas à les utiliser, ça fait un bout que je suis marié, mais j'imagine que des applications comme ça qui colligent toutes sortes d'informations sur nous, il n'y a pas juste ce genre d'applications-là. J'imagine qu'il y en a une tonne d'applications qui colligent c'est ça, de l'information qui n'est pas nécessaire, qu'on ignore souvent, puis on le sait au moment où on demande l'information qu'on a récoltée sur vous. 800, c'est quoi, 810 pages que tu as dit? 802 pages, oui. 802 pages. Coudonc. C'est énorme. Donc, voilà, et 802 pages de données qui sont réutilisées pour faire fonctionner l'appli. Et donc, voilà pour la note de désirabilité. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que une semaine avant la publication de son livre, Tinder a fait un billet de blog disant qu'ils abandonnaient cette note de désirabilité. Alors, on peut décider de les croire, on peut considérer qu'ils utilisent plus ce système de notation et de classement des utilisateurs. Par contre, moi, j'aimerais bien quand même savoir par quoi ils l'ont remplacé pour faire fonctionner l'appli, parce que l'appli a besoin de fonctionner quand même. Ben oui. Bon, voilà, évidemment, pas d'infos là-dessus. Et du coup, comment les personnes étaient, en rentrant un peu plus dans le détail, comment les personnes étaient évaluées, sont ou étaient évaluées, je ne sais pas trop à quel temps le conjuguer. Donc, l'objectif, c'était toujours la mise en relation des personnes. Donc, vous êtes évalué sur la photo de profil.
selon son taux de succès. Alors, quels sont les critères pour évaluer le succès d'une photo de profil? Bien hâte de voir ça, moi. Voilà. Et là, un truc aussi, moi, où ça m'a vraiment choquée, vous êtes, si vous l'utilisez, cette appli, évalué sur votre intelligence. Et ça, c'est un point hyper important, je trouve. Tinder se réserve la possibilité d'étudier le nombre de syllabes que vous employez par mot, si vous utilisez des mots compliqués. Eh bien. Ouais, voilà. Donc, tous les écrits, toutes vos conversations sont passées, sont étudiés. Et passe un test pour définir le niveau de locution de l'utilisateur. L'objectif étant toujours de classer les gens entre eux. Donc, voilà, super. Et vous avez également un système de points bonus et de points malus en fonction de différents critères, donc selon votre âge, vos professions, vos niveaux de revenus. Et là-dessus, je voulais un petit peu insister parce que, évidemment, c'est très vicieux. Ce que le livre révèle, c'est que Tinder est susceptible de favoriser les couples donc hétérosexuels, entre parenthèses, où l'homme va avoir le dessus sur la femme d'une façon ou d'une autre. Je m'explique. Je m'explique. L'enquête a révélé que les hommes qui ont certains emplois, qui possèdent un certain niveau de revenus, des emplois qui sont valorisés par la société ont des points bonus. Par contre, une femme du même âge qui va avoir une belle situation professionnelle, elle va avoir des points malus. Voilà. Voilà. Autre exemple. C'est comme si c'est des choses qu'on a envie de dire, ouais, mais ça existe pour de vrai, mais là, c'est l'algorithme qui prend nos défauts, nos maladresses, puis qui les amplifie. C'est ça, là. Ouais, c'est ça. Tu continues à véhiculer le biais social. Ouais, il y a un biais social qui est là, puis là, on le pousse. Là. Dans le tapis. Dans le tapis. Ouais. Exactement. Autre exemple, les personnes, vous avez des points bonus ou malus selon votre âge. Donc, concrètement, ça se traduit comment? Les hommes plus âgés vont être mis en relation systématiquement avec vont être mis en relation avec des femmes plus jeunes, très souvent. Par contre, l'inverse, c'est impossible. Jamais vous allez avoir une femme plus âgée qui va être mise en relation avec quelqu'un de plus jeune. Je ris, mais c'est triste. Là. C'est un rire nerveux. Là. Oui. Ça n'a pas d'allure. On peut rigoler jaune, quoi. Ouais, voilà. Voilà, du coup, je trouvais ça hyper intéressant, hyper yark. Je vous invite, de Judith Duportail, il y en a plein qui sont consultables sur Internet ou de lire son bouquin. Elle explique bien mieux que moi que Tinder a gravé un petit peu, si vous voulez, dans le marbre la réalité sociale avec ses inégalités, évidemment. Et voilà. Et du coup, je me permets de transposer le même raisonnement, le même genre de cette transposition d'une certaine réalité sociale potentiellement inégale dans un autre domaine, par exemple celui de l'emploi. Oui. Là, on le voit arriver direct. Constat, les femmes gagnent moins que les hommes. Alors, je ne rentre pas dans le détail des chiffres parce que ce n'est pas important pour l'exemple. Mais si on prend juste ce constat-là, les femmes gagnent moins que les hommes, du coup, est-ce que ça pas dans le but de coller à une certaine réalité sociale, est-ce que ça vous paraîtrait logique de faire en sorte que des femmes, par exemple sur LinkedIn, reçoivent systématiquement des offres d'emploi qui proposent des rémunérations plus basses que celles que les hommes vont recevoir. Bon, moi j'ai une réponse, mais après... Effectivement, ça nous fait dire yark à plusieurs reprises. Shirley, pour nous redonner un peu de pep, as-tu un prix Lovelace à nous donner cette année? Oui, j'ai un prix Lovelace. Alors, Cœur, Love sur la CNIL en France. Oui, c'est vrai. Oui, qui a rendu une délibération. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Non, c'est en France. Exactement. Ouais, c'est un petit peu le gendarme de la protection des données personnelles. Et donc, elle a rendu une délibération le 12 janvier 2021, si vous voulez la consulter, et qui ciblait le ministère de l'Intérieur. Elle est hyper intéressante à plusieurs niveaux. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail du droit de la protection des données personnelles, c'est un peu inutile. Je préfère juste parler principalement du contexte qui a précédé cette délibération.
Déjà sur les faits, pour comprendre un peu le contexte, c'était pendant le premier confinement, donc en France, en mars 2020. Vous avez les forces de l'ordre en France qui ont décidé d'utiliser des drones équipés de caméras pour surveiller les populations devant respecter donc, les mesures de confinement. Bon, voilà. La CNIL, la CNIL est intervenue. Elle a demandé des comptes déjà par courrier au ministère de l'Intérieur en avril. Lettre qui est restée sans réponse. Voilà. Évidemment. Évidemment, là-dessus, et c'est là que cœur sur la CNIL, parce que la présidente de la commission, du coup, a initié une procédure de contrôle à l'encontre du ministère de l'Intérieur pour justement évaluer le respect des normes relatives à la protection des données personnelles. Donc, bon, voilà, il y a eu toute une procédure, notamment des questionnaires envoyés au ministère de l'Intérieur, au commissariat et groupes utiliser des drones. Donc ça, c'était à peu près en mai. Fin mai, vous avez le ministère de l'Intérieur qui commence enfin à répondre. Là-dessus, vous avez différents échanges. Vous avez également une délégation de contrôle de la CNIL qui est intervenue et qui a fait un contrôle en conditions réelles. Donc concrètement, ils ont fait un vol d'essai du drone pour pouvoir constater des choses concrètement. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps, de juillet à septembre, des échanges par courriel entre ministères et délégations de contrôle. Ça nous ramène au 30 octobre 2020, où vous avez un rapport qui détaille tous les manquements à la loi qui est rendu. Ah oui. Bon, ouais, rapport du coup forcément un peu accablant. Et à la suite de ça, vous avez cette fameuse délibération qui est rendue. Alors, elle rentre un peu plus dans le détail. Donc, évidemment, ça confirme. Cette délibération confirme qu'au regard des capacités techniques des drones utilisés et surtout de leurs caméras, ça donne bien lieu à un traitement de données à caractère personnel. Bon, si quelqu'un avait un doute là-dessus. Parce qu'effectivement, les personnes filmées pouvaient être identifiées. OK. Ce que ça met en avant aussi, c'est qu'aucun dispositif de floutage n'avait été mis en place. Donc, bon, après coup, la préfecture de police de Paris a communiqué en disant, enfin, à la délégation de contrôle en disant qu'ils étaient en train de développer ce dispositif de floutage. Mais bon, le fait est que de toute façon, quand ils l'ont utilisé pendant les confinements et puis en manifestation, etc., parce que ces drones sont utilisés dans plein de contextes différents. Donc, il n'y avait pas de dispositif de floutage. Et quoi qu'il en soit, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que la CNIL est rentrée dans le détail. Elle ne s'est pas arrêtée à « OK, ils sont en train de mettre en place le dispositif de floutage ». Ils sont allés dans le détail, notamment technique, et ils ont constaté que ce système de floutage ne s'appliquait pas aux images captées par la caméra présente et transmises au pilote du drone. Donc, ce qu'il reçoit, lui, sur son petit écran pour diriger le drone. OK. Ça peut s'expliquer pour des raisons de sécurité, mais pour autant, donc ça reste bien de la captation d'images non floutées, transmises à un pilote. C'est et vrai. Donc, c'est du traitement de données personnelles et donc les forces de l'ordre ne peuvent pas se soustraire aux législations en vigueur en la matière. Bon. Très intéressant, Ouais. Charlie. C'est de valeur que Sylvain Mongeard n'est pas avec nous autres. Il aurait pu nous parler des drones un peu. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir éventuellement avec Sylvain. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ton prix Lovelace? À toutes les fois que tu fais ton love pour la CNIL, tu fais toujours le signe très radiophonique de love. Là, bien, on comprend que c'est vrai que c'est une très belle, très beau prix Lovelace, Shirley. Avais-tu quelque chose à ajouter? Ouais, pour conclure, la CNIL, ce qu'elle a mis en avant, c'est qu'il y avait des enjeux très très forts. Enfin, si jamais vous lisez la délibération, je vous dis, c'est le point 44 que vous pouvez lire là-dessus. Il y a des enjeux très forts, alors qu'il n'y a eu aucune étude d'impact qui a été réalisée par le ministère de l'Intérieur. Et du coup, pour le résumer, à la fois pour mon prix Yark et pour mon prix Lovelace, que ce soit pour nos amours ou pour nos coups de gueule en manifestation, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un manque de transparence, un manque d'information et un cruel manque de garde-fous qui irait au-delà de cette protection des données personnelles. Très bien. Merci, Shirley, pour... Oh, ça cogne à la porte. Je ne sais pas si vous avez entendu.
Il y a Sylvain Munger qui est là. Bonjour Sylvain, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Oui, tu as réussi à te rendre dans notre chalet, Sylvain? Oui, c'était pas très évident à trouver d'ailleurs. J'ai dû puiser en moi-même toutes mes capacités et mes ressources que je pouvais avoir là, de survivaliste, de C'est pouvoir me vrai. déplacer en forêt. C'est vrai. Est-ce qu'un postdoc, ça aide ou ça nuit pour survivre dans les bois? Je dirais que c'est là où on se rend compte vraiment de la différence entre la mise en pratique concrète des choses versus le savoir théorique. Oui, tout à fait, Sylvain. Écoute, Sylvain, on est là pour discuter de nos prix IARC et de nos prix Lovelace. Qu'est-ce que tu as à nous confier cette année? Par quoi veux-tu commencer? Lovelace, peut-être? Non, je vais commencer par, IARC, on aime mieux si tu IARC. permets, là, je vais commencer par la mauvaise nouvelle, en fait. Là. Vas-y, bonne nouvelle, On mauvaise terminera nouvelle. On va avec quelque commencer par chose la un petit peu mauvaise, là. plus, ouais, on terminera avec quelque chose C'est ça. un petit peu plus positif après. Moi, en fait, c'est pas un événement en particulier ou une personne ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment un mouvement comme tel. En 2021, moi, c'est le prix IARC, je le décerne à tout le mouvement, je dirais, anti-vax et conspirationniste aussi. Donc, toute la Ouais. question de la désinformation en ligne qui a accompagné la pandémie de COVID-19 et qui n'a pas ralenti en 2021, malheureusement, Hmm. malgré son essor là, en 2020. Parce que moi, je trouve ça assez intéressant. Je vais vous faire une confession, d'ailleurs. Moi, dans mes temps libres, là, on peut se divertir de la manière dont on veut bien. Là. J'en parlerai tout à l'heure, d'ailleurs, de ça, là, du temps d'attention. Mais moi, dans mes temps libres, j'aime bien là, épier quelques pages là, de leaders d'opinion Ah oui? conspirationnistes. C'est ça que Et tu oui, fais, toi. Tu vas oui, troller les pages d'Antivax. Bon. exactement. Donc, je regarde ça, je regarde les commentaires, je n'interagis pas. Je fais juste vraiment là, regarder d'un œil un peu curieux. Mais je trouve ça quand même assez intéressant. Et puis en même temps, je me rends compte parce que moi, mon sujet de postdoc, c'est vraiment c'est sur les entrepreneurs là, qui démarrent des entreprises en intelligence artificielle. Mhm. Et moi, au début, je pensais que la culture populaire ou la science-fiction jouait un rôle assez grand dans l'influence ou dans la relation que pouvaient entretenir les entrepreneurs par rapport à cette technologie-là, soit dans leur parcours, est-ce que ça les avait motivés ou influencés, soit même dans leur travail. Et puis, étonnamment, je n'ai pas, c'est pas une corrélation que j'ai retrouvée. C'est-à-dire que c'est absolument pas là. On m'en a pas parlé du tout. Et La, lorsque la culture j'observe populaire n'est pas là dans leur discours, ça les fait pas rêver. La science-fiction non plus. très, très peu. Très, très peu. Pas au point où je pensais trouver ça. Là. Moi, je m'attendais à trouver des geeks ou des mini Elon Musk, là, où là, le discours de la science-fiction et les références sont là. En fait, pas du tout. Ils ont un point de vue très, très pragmatique de ça. Mais quand je regarde les pages conspi, c'est ce que je trouve fascinant parce que là, ça foisonne de références culturelles, Ah, de références en culture populaire lorsqu'ils traitent des questions des technologies. Donc, tout ce qui entoure la révolution numérique, en particulier l'intelligence artificielle. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'ils entretiennent vraiment un rapport assez particulier. Donc, ils sont fascinés, sidérés par la technologie, c'est-à-dire on amplifie, on invente des capacités technologiques qui n'existent pas, comme de lire dans les pensées ou toutes sortes d'idées qui nous apparaissent vraiment farfelues. Donc, ils entretiennent vraiment, je dirais, un rapport magique avec la technologie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est comme si la vraiment frontière entre la science-fiction et la réalité était difficile à discerner, là. exactement. Puis comme si aussi ils prenaient les produits de science-fiction comme les films populaires, comme des documentaires aussi en même temps. Ah, c'est vrai. Donc, ils font souvent ces références-là. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Et ça me fait penser à la célèbre citation d'Arthur C. Clarke, qui est un grand écrivain de science-fiction. Il disait toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et je pense que c'est quelque chose qui s'applique très, très bien à ce mouvement-là. Mais ça, c'est pour la remarque préliminaire, je pourrais dire. Mais sinon, je vois vraiment ça un peu en même temps comme un échec de l'éducation de masse, c'est-à-dire le modèle de l'école tel qu'elle a été développée Mm. depuis la révolution industrielle.
C'est-à-dire qu'on a transformé un peu, au lieu de faire de l'éducation un moyen pour développer l'esprit critique, on en a fait une espèce de chaîne de montage qui répond aux besoins du marché du travail. Et je pense qu'avec la démocratisation de l'accès à l'information avec Internet et les médias sociaux, je pense que là, on subit les contre-coups un peu de ça. C'est-à-dire que je pense que l'école, c'est clairement le cas maintenant, c'est que je pense que l'école a échoué, en fait, et échoue, elle n'est pas adaptée pour répondre à cette problématique sociale-là. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas vraiment ce qu'ils disent. Je veux dire, c'est dans le non-dit c'est intéressant, ce mouvement-là. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ne disent pas. Et moi, je pense que, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que là-dedans, on peut essayer de puiser là, un fond de néoludisme, c'est-à-dire une forme de contestation, de peur envers les changements technologiques et en particulier les transformations numériques. Et ça, je trouve que c'est un peu inquiétant parce que je crois que c'est dans le livre de Frey, de Technology Trap, là, où il disait qu'en fait, dans l'histoire, généralement, l'attitude des populations envers la technologie a toujours été un peu négative, c'est-à-dire parce qu'on a toujours perçu ça comme étant des moyens là, un peu de voler le travail là, des gens. Donc, on avait une attitude un peu, je dirais, conservatrice avec ça. Et les choses changent complètement avec la Grande-Bretagne au 19e siècle, où là, même l'État, au lieu d'être plutôt du côté de la population et de la défense du travail, va se mettre du côté des producteurs de l'industrie et du développement technologique. De sorte qu'aujourd'hui, on a une attitude qui est très technophile, en fait. On est conditionné à percevoir la technologie d'une manière favorable. On ne voit pas vraiment ses problèmes. Mais je pense que à Ça travers dépend ce des milieux. mouvement-là, Moi, je dirais que dans mon département, le rapport avec la ouais, technologie est plutôt conflictuel à la faculté de philo, là. en effet, mais ça, c'est tout simplement universitaire. Donc, on ne parle pas dans l'ensemble de la société. C'est Je ça. veux dire, c'est un peu sur ce plan-là que je voulais intervenir. Mais en fait, quand on regarde un peu les gens qui se sont intéressés arrivent à s'implanter, à se diffuser, à circuler, à s'imposer aussi comme le vrai, en fait. Je pense à Raymond Boudon, là, qui est un des grands sociologues français de l'après-Deuxième Guerre mondiale en France. Il a proposé une théorie progressiste des idées. En fait, il disait qu'il y a un marché des idées et les idées sont en concurrence les unes envers les autres. Mais il disait que quand même, sur le temps long, il y avait quand même un progrès qui se faisait. Donc, il y avait vraiment une perception évolutionniste des idées. Il disait que ce sont toujours les idées les plus proches de la raison, du bien commun, qui finissaient par s'imposer. Tout simplement parce que c'était la compétition. Dans ce mouvement de compétition-là, c'était la proposition la mieux argumentée qui s'imposait comme étant vraie. Oh boy, c'est pas vraiment ça qu'on. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant Oui, parce de qu'en regarder ça contraste, un on peu. voit que ça dépend pas du tout de ça. Là. En ce moment, avec les algorithmes, ça dépend plus dans quelle famille, dans quel réseau tu te situes, là, bien plus que la raison, le bien commun va triompher après avoir discuté. Là. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est qu'à Echo force de chamber, discuter, là, tu sais. ben oui, à force de discuter, on se retrouve chacun dans notre chambre d'écho, puis tout le monde est certain qu'ils ont raison. Là. Exactement. Puis ça me fait penser aussi en même temps un peu à Hegel et la philosophie de l'histoire là-dedans. C'est-à-dire que l'histoire a un objectif. À la fin, c'est vraiment, on en arrive là avec le triomphe de la raison. Pars-moi pas Même sur Hegel. Pars-moi pas sur Hegel. Mais je veux dire, la raison s'impose, se dévoile d'elle-même à travers le processus historique qui est un peu là comme une mise à l'épreuve pour cette raison-là. Et à la fin, on arrive avec un individu c'est la liberté, c'est l'autonomie intellectuelle d'être en mesure de penser par soi-même. Et ça commence, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait cette lecture-là, on va se dire au début, la raison, ce qu'on appelle la raison ou la pensée scientifique, ça concerne très, très peu de gens. Ça commence par quelques individus, des cercles académiques, des scientifiques, des érudits. Des intellectuels. Ensuite, ça englobe un peu plus de groupes, ça s'organise, etc. Il y a les universités aussi, les peuples, ça devient des peuples, des États, ça englobe même la civilisation et ultimement, ça finirait par englober la planète entière. Mais je pense que si on prend ça, on pourrait se dire que la raison, lorsqu'elle a acquis un certain pourcentage, un certain niveau d'implantation dans la société, elle ne pourra pas reculer.
Donc, on imagine le progrès, mais on n'imagine pas une régression de ce progrès-là. On n'imagine pas un retour de la superstition. On n'imagine pas un retour de la pensée avec les mythes, par exemple. Ouais. Et je pense que ça, tout le mouvement anti-vax conspirationniste nous montre que c'est possible, qu'on peut régresser dans ça. C'est vrai. Et c'est un un peu bel moi exemple. c'est un peu ce qui m'a fasciné dans ce mouvement-là. C'est ce qui t'a fasciné et qui t'a fait dire yark. C'est ça que tu nous dis. Exactement. Parce que moi, je vois un peu comme des paysans superstitieux du Moyen-Âge qui voyaient les sorcières et l'œuvre du diable un peu partout. C'est vraiment ça que j'ai compris. Et puis, ce qui est intéressant avec les médias sociaux aussi, c'est que pendant longtemps, l'accès au marché public de l'information, c'était régulé par différents filtres. Il y avait les médias, les journalistes, il y avait des écrivains, il y avait des acteurs culturels, les académiques, les décideurs politiques aussi. Mais avec la démocratisation de l'information, d'Internet et des médias sociaux, ces acteurs-là ont perdu leur pouvoir de filtration qu'ils avaient. C'est vrai. De sorte que chacun d'entre nous, aujourd'hui, est un peu un agent sur un marché de l'information. Et il n'y a plus vraiment de hiérarchie entre le vrai et le faux. Et ça, juste pour faire une parenthèse comme ça, lorsque Nietzsche imaginait son pire cauchemar pour le devenir de la société, c'était pas de météorite qui s'écrase sur Terre, qui fait effondrer l'ensemble des systèmes sociaux, c'était le règne du nihilisme absolu, c'est-à-dire un monde où on n'est absolument plus capable de décerner ce qui est le vrai du faux. Et je pense que c'est vraiment montré à travers ce mouvement-là, c'est-à-dire qu'il y a une crise de légitimité qui s'affiche là-dedans. Avec Nixon, c'est la classe politique qui est complètement balayée, c'est-à-dire que les gens perdent confiance envers les politiciens. Mais maintenant, c'est contre l'autorité de la science médicale comme telle que s'exerce cette contestation-là. Mais il y a la perte du sens critique, Sylvain, en conclusion aussi pour ton prière, là, mais je trouve qu'il y a une perte aussi de la pensée critique ou du sens critique de part et d'autre aussi. C'est sûr qu'on pointe les antivax, mais dans un certain discours pro-vax aussi, là où ils se rejoignent, là, c'est sur la force de leur certitude. C'est-à-dire qu'à force de s'insulter l'un et l'autre en étant certains qu'ils ont raison, en s'appuyant sur leurs sources, si on les met chacun dans leur chambre d'écho, chacun est certain, convaincu, sans écoute de l'autre, sans doute à propos de leurs propres opinions. C'est peut-être là où ils peuvent se rejoindre où chacun aurait peut-être un discours où on doute un peu de ce qu'on pense de part et d'autre, un peu d'écoute. Je dis pas que les antivax ont raison, mais je dis que quand tu vas dans les deux spectres, dans les deux extrêmes, ils finissent par se ressembler. Je dirais aussi qu'il y a un manque, il y a un problème de littératie numérique aussi. C'est-à-dire que les gens, souvent, ils ne comprennent pas le fonctionnement des médias sociaux, ils ne comprennent pas le fonctionnement de base des algorithmes non plus. Ils ne comprennent pas lorsqu'on dit bulle de chambre d'écho, biais de confirmation. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Déjà à l'époque, je me rappelle avoir lu des études sur la littératie scientifique, puis poser des questions comme pensez-vous que si on fait bouillir un lait radioactif, est-ce que ça peut enlever la radioactivité? Puis, c'était des pourcentages alarmants, là, pas loin de 50% qui y croyaient là, que oui, c'est possible. Donc, c'est ça, faut faire attention. C'est sûr que si on se met à parler d'algorithmes, de chambre d'écho, c'est sûr qu'on va en perdre quelques-uns. Mais à la fin, j'imagine qu'il y a le sens commun là, qui est là, qui va nous sauver peut-être, Sylvain. J'espère. C'est à espérer, parce que là, le problème ici, en fait, c'est que ce n'est pas sur les médias sociaux, on est dans McLuhan, c'est-à-dire le message, c'est le médium, donc on est transformé par l'utilisation de l'outil numérique comme tel. Donc, ce n'est pas la qualité des arguments qui compte. Je veux dire, vous pouvez avoir sur Facebook un débat hypothétique entre un prix Nobel et un monteur d'acier. J'ai tout le respect pour les monteurs d'acier, mais je veux dire, ce n'est pas son champ d'expertise, l'épidémiologie non plus. Un prix Nobel en médecine. Un prix Nobel en médecine versus un monteur d'acier, je veux dire, les deux avis se valent, et peut-être même que dans le cas du monteur d'acier, il va avoir plus de followers que le prix Nobel. Mm-hmm. Donc, c'est parce que sur les médias sociaux, c'est l'intensité de l'émotion qui est suscitée par l'exposition à un commentaire ou une information quelconque qui prime. C'est pas la qualité. Qui génère du like, qui génère du partage, puis qui donne en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce mouvement-là ne s'épuisera pas, même une fois la pandémie terminée. Quand on regarde un peu les commentaires,
je prévois que la prochaine cible de ce mouvement-là sera les changements climatiques, parce qu'on voit déjà des contestations où on va dire les changements climatiques, c'est une invention aussi, c'est fait pour imposer certaines mesures aux populations pour maintenir la casse des milliardaires, etc. Donc, je pense qu'on en a pour très, très longtemps à batailler avec cette désinformation-là. Très certainement, c'est vrai. Il faut voir là, lorsque la pandémie, si un jour la pandémie prend fin, ces gens-là vont chercher un autre sujet là, pour continuer à avoir autant d'attention. Faudra voir. Sylvain, rapidement, peut-être brièvement, ton prix Lovelace. Oui, je vais y aller super vite, en fait, puisque c'est en hommage à Ada Lovelace, qui est une femme qui a écrit le premier programme informatique dans la première moitié du 19e siècle. Alors, j'ai décidé que pour rester dans l'esprit du prix, j'ai choisi une femme pour mon prix Lovelace. C'est en fait France Hogan, je ne sais pas si je prononce bien son nom, c'est l'ancienne chef de produit chez Facebook qui a fait un témoignage assez accablant cet automne dans une audition du Sénat pour dénoncer les pratiques de son ancien employeur. Elle dit en fait, elle dit que l'entreprise est très, très bien au fait là, de tous les problèmes qui peuvent être associés à l'exposition aux médias sociaux négatives en regardant Instagram, intimidation en ligne. La conclusion aussi que Facebook, c'est très, très bien, puisque son modèle d'affaires est de nous maintenir sur le site le plus longtemps possible. Ils savent très, très bien que c'est la colère qui fait le plus réagir les gens. La peur et la colère sont les deux émotions les plus contagieuses. C'est ce qui se propage plus vite sur les médias sociaux que toutes les autres émotions, et ça a un effet contagieux parce que ça incite ceux aussi qui sont confrontés à ces messages-là, même s'ils ne sont pas colériques, à quand même commenter, à quand même envoyer un message. Donc ça, ils le savent très, très bien. Et en fait, ils ne font rien. Et on a un peu associé sa sortie à celle de Jeffrey Wigan, là, qui avait dénoncé les compagnies de tabac dans les années 90. On verra si ça aura le même impact là, sur le fait notamment que les compagnies de tabac étaient très bien au courant des problèmes de santé qu'occasionnaient leurs produits. Ça a amené à toutes sortes de recours collectifs. On verra si ce sera le cas. D'ailleurs, il y a un excellent film, là, The Insider, qui est paru en 1999 avec Russell Crowe, qui est excellent, donc je le souligne en passant. Ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, ça me fait penser à un livre, c'est mon coup de cœur de 2021, un de mes coups de cœur de 2021, parce qu'il faut bien en nommer un, Apocalypse cognitive de Gérald Bronner, qui est intéressant, et je vais faire le lien avec ça, et je vais finir là-dessus rapidement. C'est-à-dire que l'apocalypse cognitive, pour lui, c'est la rencontre entre la quantité d'informations qui est disponible aujourd'hui. On parle de 900 milliards de gigaoctets qui sont ajoutés à chaque année dans le monde numérique en termes d'information. Donc, c'est impossible pour une personne d'absorber cette quantité-là. Et le temps de cerveau disponible. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe actuellement un paradoxe historique entre la quantité d'informations versus le temps de cerveau disponible, parce qu'on n'en a jamais eu autant aussi en même temps. C'est-à-dire que le temps de travail aujourd'hui, ça représente 11% du temps éveillé sur toute une vie, alors que c'était 48% en 1800. Et si on soustrait le temps accordé pour les soins corporels, le temps de sommeil, de transport et de tâches domestiques, c'est l'équivalent de 17 années de temps de cerveau disponible que nous avons aujourd'hui en tenant compte de l'espérance de vie. Et donc là, la question pour lui, si on regarde ça, ces 17 années-là, c'est 5 fois plus de temps qu'il y a qu'au début du 20e siècle, donc en 1900, et c'est 8 fois plus de temps qu'en 1800 aussi. Donc pour lui, ça, c'est un capital attentionnel qui nous a été légué, en fait, par la modernité, par les progrès technologiques et tout ça. Et la question, en fait, c'est comment utiliser ce temps-là au mieux. C'est-à-dire, on peut utiliser ce temps-là pour bricoler antique ou regarder des vidéos de chats. Et pour lui, ça, c'est fondamental pour le futur comme tel. C'est-à-dire que le temps passé sur les écrans qui correspond, je crois que c'est autour de 80... en fait, c'est presque 100%. Là. Le temps de lecture a diminué d'un tiers depuis 25 ans. C'est le temps passé. Et en même temps, quand on regarde la consommation des gens en ligne, le matériel pornographique, c'est un tiers des visionnements. Alors, pour lui, c'est la question de l'heure, c'est celle-là, parce que c'est du temps qui est retiré pour la réflexion, le flânage libre, là, le flânage intellectuel, la rêverie libre, qui sont des sites de production de la créativité humaine. Et c'est ça, le danger, c'est de gaspiller ce capital-là. Comment l'utiliserons-nous? Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde peut-être même à l'échelle d'un pays, lui, c'est pour la France, il dit que si on accumule tout ce capital attentionnel-là de tout le monde,
on arrive à 1,1 milliard d'années, 1,1 milliard d'années de temps de cerveau disponible. Et là, la question, c'est comment on va utiliser ce capital-là? Est-ce qu'on va le gaspiller sur les médias sociaux ou sur Netflix ou si on va l'utiliser pour le faire fructifier? Donc, je vais finir là-dessus. Que ferons-nous de notre temps de cerveau disponible? Ça me donne... c'est ça, ça me donne un peu de remords là, quand je repense à toutes ces heures que j'ai gaspillées à regarder des vidéos de chats. D'ailleurs, Shirley, j'ai vu que tu avais apporté ton chat au chalet tantôt, Shirley. Merci, Sylvain. Merci, Sylvain, pour tes prix IARC, tes prix Lovelace. Écoute, David, peut-être pendant qu'on attend nos derniers invités, tu réfléchis, j'imagine que tu as réfléchi. En plus, je t'ai donné ce mandat-là de me trouver un prix IARC, un prix Lovelace. À quoi ça ressemble tes prix cette année? Ben moi, je vais faire ça un petit peu plus simple. Les deux vont être fusionnés ensemble d'une certaine partie. T'as triché la dernière fois, puis tu triches encore. Moi, je triche tout le temps. J'ai pas assez de temps, c'est pour ça. Sylvain l'a bien dit. Qu'est-ce que je veux faire avec mon temps? En fait, je ne veux pas nécessairement pointer du doigt personne dans tout ça. Mais c'est plus ouvrir une discussion puis une série d'événements en fait, qui se sont passés. Il y a un article qui est sorti récemment, en fait, le 22 septembre 2021 de cette année, qui s'appelle Inconsistency in Conference Peer Review Revisiting the 2024 NeurIPS Experiment. Pour ceux qui ne connaissent pas, NeurIPS, c'est la conférence actuellement en Deep Learning, Machine Learning. C'est là que ça se passe. Ça se passe à ce temps-ci de l'année, donc on est bien timé avec. Puis, grosso modo, l'expérimentation que les deux auteurs ont faite, c'est de dire, on va souvent avoir un processus de peer review, donc des pairs vont réviser nos articles qu'on va soumettre là-bas, puis il va y avoir une sélection qui va être faite par un comité, par un certain nombre de reviewers. Ça peut être 3, 4. Puis habituellement, il y a une personne qui va chapeauter l'équipe pour donner l'avis final. Puis, eux autres, ils ont fait une expérimentation où ils ont demandé à 2 comités de faire la révision de ces articles-là. Donc, tu avais un premier comité qui faisait une révision, une deuxième comité qui faisait une révision. Puis, en fonction d'une espèce d'agreement entre les deux, il y avait des articles qui étaient sélectionnés. Dans le cas d'à peu près, de mémoire, là, c'est 160 articles. Il y a juste 22 articles sur ces 160 articles-là que les 2 comités ont dit on l'accepte ensemble. Donc, c'est vraiment pas un gros échantillon d'articles. Puis ce qui vient un peu ressortir dans cet article-là, c'est de dire il n'y a pas vraiment un agreement sur qu'est-ce qui est un bon ou un mauvais article. Parce que même dans les rejetés, là, il n'y en a pas beaucoup qui sont rejetés par les deux. On parle de rejeter. Non, excusez-moi, rejeter les deux, il y en a beaucoup, mais c'est dans le terme d'accepter un article comme quoi qui est vraiment bon qu'il n'y en a pas beaucoup. Je me suis mélangé. Puis, ce qui vient de ressortir, c'est de dire, OK, parfait, mettons qu'on suppose qu'on a fait abstraction de ça, puis on se dit, là, on a des bons articles, mais ces articles-là ont été identifiés par un comité, donc ça veut dire qu'ils vont probablement avoir un gros impact. Mettons que le comité, ces 22 articles-là, on prend les articles qui ont été acceptés et rejetés par un comité, puis on prend les articles rejetés, puis on va voir l'impact factor, finalement, là, qui est à quel point cet article-là va être cité par d'autres auteurs, puis ils n'ont pas trouvé de corrélation. C'est une droite linéaire bien simple qui va suivre. Donc, toute cette réflexion-là, moi, je trouve que ça soulève, c'est de dire, c'est-tu vraiment la meilleure méthode de peer review actuellement, comme il fonctionne, surtout dans un contexte où on génère de l'information à une vitesse grand V, des articles, là, on parle de 3000, 4000, 6000 soumissions, finalement, qui peuvent être allées à des genres de conférences comme ça. C'est beaucoup de données à réviser. Est-ce que notre méthode actuelle, elle a atteint sa capacité maximale ou est-ce qu'on ne sait pas un article que je publie par année? Puis finalement, eux autres, ce qui est beaucoup ressorti de ça ou d'autres personnes ont pris position par rapport à ça, c'est que ton meilleur bet, là, parce que tu as à peu près une chance sur 2 finalement que ton article soit accepté, là, finalement, selon le modèle actuel, envoie 10 articles. Tu vas en avoir 5. La loi des grands nombres va se finir par s'appliquer sur toi. Donc, c'est pour ça que tu vois demande du monde. C'est ça le réflexe, là, mais en même temps, c'est tellement long, le peer review. Ça l'amène au deuxième point, justement, qu'on voit des auteurs qui ont 50, 60, 100 articles par année qui sont publiés à leur nom, avec leur nom dans la liste des auteurs. Puis là, tu dis, ça veut dire que c'est un laboratoire qui cherche pour ça. Fait que ça vient au point qu'on a eu la discussion la dernière fois par rapport au rapport sur, justement, le Québec tricoté serré, c'est qu'il y a des entreprises de publication qui vont commencer à apparaître. C'est ça que le modèle nous commence à nous pousser vers. C'est de dire, toi, tu vas être en haut de la chaîne alimentaire, là, puis tu veux avoir plein de gens qui travaillent pour toi, qui écrivent des articles, qui te citent pour te faire plus citer, pour aller chercher plus de fonds, puis recommencer cette loupe-là encore et encore, jusqu'à temps que finalement tu crées
suffisamment l'article pour que la loi des normes s'applique puis que tous tes articles finissent quasiment par être acceptés. Une bonne majorité des articles finissent par être acceptés. Puis, drôle de machine. C'est une drôle de machine, puis c'est à se demander est-ce que la recherche s'en va où? C'est quoi qu'on s'attend de l'IA? Parce que là, on va s'intéresser au domaine de l'IA ici. On parle beaucoup d'innovation. Ces temps-ci, transformation numérique, il faut appliquer la recherche plutôt. Mais est-ce que c'est vraiment tout le monde qui peut arriver à faire un doctorat? Est-ce que c'est vraiment tout le monde qui peut arriver à publier ces articles-là? Est-ce que c'est vraiment tout le monde qui a des bonnes idées qui méritent d'être publiées puis d'être acceptées? C'est un peu là, je pense que le point, il faut se réfléchir aussi. Est-ce que nécessairement, parce que tu es dans un diplôme, tu fais un bac ou peu importe, puis tu travailles dans un laboratoire de recherche, tu dois publier un article? Puis est-ce que c'est le seul critère qui fait en sorte que tu es un chercheur important ou il n'y aurait pas d'autres critères qu'on pourrait intégrer dans ça? Donc, est-ce que tes pairs apprécient travailler avec toi? Est-ce que tu collabores beaucoup avec tes pairs? Est-ce que tes projets ont vraiment un impact sur la société? Par exemple, dans le communautaire, je peux confirmer que dans le communautaire, santé communautaire, des articles qui ne doivent pas en sortir beaucoup, bien, ils ont un réel impact souvent. Parce que ça change la vie des gens, mais on ne le mesure pas. Les organismes qui font le financement, du moins au Québec, au Canada, les fonds de recherche, ne prennent souvent ou très peu ça en compte dans les demandes de subventions. Puis, le rayonnement, l'utilité, l'efficacité de ton article, ton produit, est-ce que ça contribue socialement au bien commun, tout ça? C'est difficile à mesurer. Là. Exactement. Puis on parle d'IA, on parle d'innovation. Est-ce qu'on ne devrait pas rajouter quasiment un critère pour ce genre de demande de bourse-là ça va-tu vraiment être appliqué? T'sais, on a eu à la COVID, là, il y a eu un autre article qui est sorti récemment que sur une centaine d'articles qui ont été faits pour des idées pour détecter la COVID, il y en a 0 qui ont vraiment amené à l'innovation technologique. Donc, ça aurait pu être notre prière cette année, ça. Ça aurait pu être notre prière cette année. Ça aurait été un très bon choix. Fait que j'en prends par la bande de dire ça, justement. Tu me le voles comme ça. Je te le vole comme ça. Puis, il y a un article intéressant dans l'actualité qui est sorti. Là, c'est un court article, là, finalement, qui est écrit par Yves Gingras, qu'on a parlé à l'article, finalement, sur Québec tricoté serré, là, le financement de l'IA tricoté serré. Là. Puis, il propose une approche un petit peu différente. C'est réflective, on peut aimer ou on peut ne pas aimer l'idée. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt financer la recherche par une espèce de concept qui est plus une loterie? Donc, quand même un processus de screening sur la qualité de la demande, sur ce que... Les critères minimaux. Les critères minimaux là, qui doivent être respectés, là, un comité éthique. Puis après ça, un tirage au sort. Un tirage au sort. Puis un des arguments aussi là, dans sa proposition, c'est de dire, actuellement, la majorité, je me rappelle, je cherche le chiffre là, exact, là, si je ne me trompe pas, c'est ça, 80% des demandes de subventions, c'est des hommes qui les reçoivent alors qu'ils sont 60% des chercheurs. Bon, on n'est pas surpris par ce genre de statistiques-là. Si on y va par une approche aléatoire, techniquement, ça devrait être 40% des femmes qui reçoivent. Par la théorie des grands nombres, finalement, à force d'en attribuer, on devrait finalement par retrouver un processus de même. Est-ce que ça pourrait être une façon en même temps de régler cette espèce d'inégalité qu'on voit dans la recherche parce que les hommes sont souvent plus dominants dans les fonds de recherche qu'ils reçoivent? Ce sont toujours les mêmes acteurs qui ont des laboratoires de recherche de 50 chercheurs qui produisent un article par semaine. Ce genre de choses, est-ce que ça pourrait être partiellement des fonds qui sont donnés de façon aléatoire, puis une autre partie qui est donnée plus par la qualité du dossier, avec d'autres critères? Et je pense qu'on est vraiment rendu au point qu'il faut avoir une réflexion en tant que chercheur. Je pense même que tout le monde dans la société peut aussi dire c'est cool, mais on ne devrait pas toujours donner nécessairement à tout le monde les mêmes fonds. Il y a des projets qui sont peut-être plus intéressants puis qui présentement ne sont pas regardés, qui sont laissés de côté, comme les sciences sociales qui sont peut-être plus laissées de côté, qu'actuellement l'IA est très en vogue. Je suis très content d'avoir une bourse, mais il y a peut-être quelqu'un qui a un autre gros projet à côté aussi qui mériterait cette bourse-là. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étrange. Ils appellent ça le Matthew Effect, là, c'est-à-dire que plus un chercheur a de la réputation, plus il encaisse des subventions, plus il encaisse des subventions, plus ça... Fait que finalement, tu te retrouves avec un système où plus il y a de la recherche, plus il y a des gros joueurs qui deviennent de plus en plus gros, puis les plus petits ont de plus en plus de misère à aller chercher le financement. Donc, la proposition, c'est un financement quasi au hasard, où il y a des critères minimaux. C'est ça, tu passes, puis on en pige 20. Ça me semble une hérésie totale de dire ça comme ça, une injustice ou la justice du hasard. Mais c'est intéressant comme idée. C'est ça. Il y a peut-être moyen de bien sûr, améliorer, peaufiner la méthode à quelque chose qui est peut-être plus hybride entre les deux, quelque chose de moyen de transition.
je pense dans tout ça, c'est juste, faut avoir la question. Faut se poser des questions, puis il faut revisiter, je pense, la méthode. Il y a d'autres places dans le monde qui le font d'autres façons, qui sont peut-être plus intéressantes, qu'on pourrait commencer à intégrer. Les comités de révision aussi, ça prend 8 mois, là, avoir une réponse, là, si ta bourse, tu c'est l'as. long. C'est long. C'est des gros documents à remplir. Y a-tu moyen d'aller chercher des processus qui sont peut-être plus légers? Parce que finalement, les chercheurs, il y en a qui n'ont juste pas le temps de faire les demandes de bourse. Puis ils pourraient avoir des très bons projets, puis ils font juste s'arranger avec eux autres mêmes, produisent moins vite la recherche, mais ils ne sont pas embarqués dans cette espèce de processus administratif-là. Où on se retrouve avec des processus c'est tellement lourd, le processus de révision par les pairs, qu'il y en a qui finissent par quasiment abandonner le processus. Puis là, on arrive dans des modes de publication où le processus de révision par les pairs parfois est complètement évacué ou trop souple, je dirais, puis ça fait des publications, toutes sortes de... Tiens, ça me fait faire ma transition vers moi, mon prix YARC. Je ne donnerai pas le prix Lovelace YARC là, parce que ça fait l'épisode dure déjà plusieurs minutes, mais je vais juste vous dire mon prix YARC cette année, c'est justement... ça s'inscrit justement dans cette logique-là, là, où il faut publier. Il y a un article où... ils se sont servis de... En fait, il y en a qui commencent à se servir de GPT-3, puis ce genre de générateur de texte automatisé, là, puis qui se servent de ces moteurs-là pour publier des articles automatiquement, là. Donc, ils appellent ça les paper mills, les moulins à papier. Tu sais, c'est un peu ça, là. C'est-à-dire que ça crée comme ça des articles, puis tu soumets ton champ d'expertise, tu proposes quelques articles qui ressemblent à tes articles que tu publies. Donc, il y a ça qui se met en place en ce moment. Puis, il y a une équipe française, justement, Shirley, Guillaume Cabana, Cyril Labbé, puis Alexander Magazinov, qui ont publié un article, c'est dans Nature. Ça s'appelle, là, je vais traduire pour vous, là, Des phrases torturées. Le titre, c'est ça, là. Des phrases torturées de l'émergence d'un style étrange d'écriture en sciences. Les preuves d'un problème important qui affecte les mêmes journaux scientifiques les plus sérieux et qui affecte même les journaux scientifiques les plus prestigieux et sérieux. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des articles étranges avec des bouts de phrases complètement bizarres en intelligence artificielle. Par exemple, ils se sont rendus compte qu'au lieu d'utiliser l'expression artificial intelligence, ils utilisaient l'expression counterfeit consciousness. Artificielle intelligence, counterfeit, contrefait, consciousness. Puis d'autres affaires bizarres comme, au lieu d'utiliser Deep Neural Network, ils utilisaient Profound Neural Organization. Au lieu d'utiliser Big Data, ils utilisaient Colossal Information. Puis à force de rechercher des bouts de bizarres comme ça, ils se sont dit, c'est bizarre ça. Puis ils se sont mis à rechercher les bouts de phrases bizarres, puis ils se sont rendus compte que c'est justement des articles qui étaient générés par la traduction de texte un peu maladroite qui ne comprennent pas exactement c'est quoi le langage typique en intelligence artificielle. Puis, avec ces bouts de phrases-là, ils ont mis en place un processus de recherche des articles, puis sont arrivés à 860 articles qui utilisent ces bouts de phrases en intelligence artificielle. 31 articles dans la seule revue Microprocessors and Microsystems. Donc, 31 articles, donc des articles qui, pour l'instant, sont flagués là, comme étant potentiellement des articles frauduleux, probablement publiés par des chercheurs qui maîtrisent mal l'anglais, qui font générer du texte automatique puis qui ne sont pas capables de le réviser suffisamment bien ou qui sont publiés dans des revues où le processus de révision par les pairs, justement, ils ont abandonné un petit peu, là, puis, ou carrément, puis ils publient des articles. Donc ça, c'est mon prix YARC de l'année. C'est plutôt une mise en garde. Attention, là, ça existait déjà avant. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a inventé ça. Mais des moulins à papier, utiliser ces outils pour produire plus de papier, de recherche, pour gonfler ton CV, c'est quelque chose qui est tendance, entre guillemets, radiophonique, puis qui n'est pas une très bonne nouvelle. Il y a un biologiste canadien aussi qui s'est fait retirer sa thèse, là, parce qu'il avait plagié, pas plagié, il avait tout inventé ses données. C'est sorti cette année, là, ça fait un gros boom. Là, tout inventé, une étoile montante, plein d'articles, tout est inventé. Il y a des histoires d'horreur comme ça. Un jour, je prendrai le temps de vous en raconter. Là, mais moi, mon sujet de thèse, c'est entre autres de faire cette recension-là. Puis
Bon, j'ai gardé espoir envers la science, là, mais il y a des bouts comme ça qui nous fait douter un peu. Bon, c'est tout. On a fait nos prix. Lovelace. Ça fait quand même un épisode assez long aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a passionné autant que nous. Donc, c'est le temps que nous prendrons aujourd'hui. Maintenant, ben, c'est le temps de festoyer. Je vais remettre ma musique de Noël là, pour vous rendre heureux. Puis on vous revoit bientôt dans la partie 2. Donc, il y aura une partie 2 pour nos prix Lovelace et IARC. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs invités, plusieurs de nos collaborateurs que vous n'avez pas vus aujourd'hui. On le fera dans notre épisode 2. Et le prochain épisode il va être publié d'ici le dernier jour de l'année 2021. Donc, soyez patients, ça s'en vient. Merci. Merci à Shirley, à Sylvain et à David de m'avoir accompagné aujourd'hui. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dia Café. Merci d'être là à chaque épisode. Vous êtes nombreux, partagez, s'il vous plaît, à ceux et celles qui vous entourent. Parlez-en, faites grandir notre petite communauté d'androïdes qui s'ignorent et qui rêvent peut-être de moutons électriques. Allez, passez un joyeux Noël. Reposez-vous un peu. Faites le plein, évidemment, de ce qui vous fait du bien. Et on se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.